Bonjour à tous! Voici, comme promis, la deuxième vidéo de cette série qui devrait nous permettre de terminer ensemble en distanciel le programme du cours Acquisition et analyse de données biologiques. J'ai prévu de faire 5 vidéos, j'essaierai vraiment de les faire les plus brèves possibles parce que je sais que c'est pas forcément facile à suivre. Mais sachez que même si cette discipline vous paraît déroutante et difficile d'accès, si vous avez bien compris le principe d'un test statistique ou de deux, tous les autres sont beaucoup plus faciles à comprendre parce que la méthodologie est vraiment la même pour tous. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul, on reste entièrement à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions. Le mieux, c'est vraiment de le faire via le forum EPREL. L'objet de cette deuxième vidéo sont les tests d'homocédasticité, de Fisher et de Bartlett. Nous abordons maintenant la dernière grande catégorie de tests d'hypothèse en biologie, qui sont les tests d'égalité. Vous voyez ici que j'ai listé tous les tests, donc il y en a pas mal. Ceux qu'on va voir dans cette vidéo plus particulièrement, ce sont les tests d'homocédasticité, de Fisher et de Bartlett. De manière générale, les tests d'égalité permettent de répondre à la question: est-ce que les variables x1 et x2 ont la même, soit moyenne, soit médiane, soit variance, ça dépend de la question qu'on se pose. Et donc, pour tous ces tests, l'hypothèse nulle, ça va être l'égalité des paramètres que l'on considère. Donc par exemple, si on regarde l'égalité des moyennes, l'hypothèse nulle, c'est les deux moyennes sont égales. Et en fonction du contexte biologique, l'hypothèse alternative sera soit simplement le contraire de l'égalité, qui est donc les deux paramètres sont différents, auquel cas on dit qu'on fait un test bilatéral parce qu'on considère les deux côtés possibles. Par contre, si on privilégie une hypothèse alternative, par exemple si on sait que notre question c'est soit on a égalité ou bien il y en a un qui est supérieur à l'autre, dans ces cas-là on fait un test unilatéral parce qu'on a privilégié un côté, unilatéral. Donc ici dans la suite de ces diapos, je vais toujours présenter le test unilatéral dans ce sens-là, mais on pourrait très bien en inversant les deux variables faire le test unilatéral dans l'autre sens. On voit ici que les tests d'homocédasticité de Fisher et de Bartlett sont des tests intermédiaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas les tests qui permettent de répondre à la question finale qui est ici, mais ce sont simplement des tests qui permettent de choisir le test le plus approprié pour répondre à la question finale, donc un petit peu comme le test de normalité de Shapiro-Wilk. Le test d'homocédasticité de Fisher s'applique lorsqu'on a des variables, des données quantitatives, que la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a une différence entre les variables, qu'on a seulement deux séries de données non appariées, je reviendrai là-dessus, et qu'on a vérifié que chacune des deux séries de données suit une loi normale. Et dans ces cas-là, afin de choisir entre le test T non apparié et le test de Wilcoxon non apparié pour répondre à la question est-ce qu'il y a une différence, eh bien on va devoir faire un test d'homocédasticité de Fisher qui, en fonction de la réponse, variance égale ou différente, nous permettra de choisir le test le plus approprié. Le test d'homocédasticité de Fisher permet de vérifier si deux variables aléatoires quantitatives et non appariées, suivant une loi normale, ont la même variance. Donc les données qu'on a à disposition, ce sont deux échantillons de tailles potentiellement différentes, parce que les variables ne sont pas appariées, et pour lesquelles on a vérifié la normalité. On va appeler S1 carré et S2 carré les variances des échantillons, à ne pas confondre avec les variances des variables aléatoires qui correspondent donc à la population qu'on ne connaît pas. Donc sigma 1 carré, sigma 2 carré, on ne les connaît pas. Ce qu'on a à disposition, c'est simplement les variances d'échantillons. On va supposer que S1 carré, c'est la plus grande des variances des échantillons. Si ce n'est pas le cas, on va simplement inverser les rôles de x1 et x2. L'hypothèse nulle de ce test est que les variances des variables aléatoires sont égales, donc sigma 1 carré égale sigma 2 carré. Alors attention, je répète, ce ne sont pas, ici on parle des variances des variables aléatoires, donc qui portent sur la population, éventuellement virtuelle même, en tout cas la population qu'on ne connaît pas. Et l'hypothèse alternative, ça va être que sigma 1 carré est plus grande que sigma 2 carré. Il n'aurait bien sûr pas de sens de faire un test statistique pour simplement vérifier sur les variances d'échantillons, si elles sont égales ou pas. Il suffirait de faire le calcul. Là, on a besoin de savoir si, en se basant sur l'échantillon, on peut en déduire que les variances des populations, donc des variables aléatoires, sont égales ou non.
La statistique de test, donc ce qu'il faut calculer sur vos données, c'est ceci. Donc c'est simplement le rapport entre la plus grande variance d'échantillon et la plus petite variance d'échantillon. Donc c'est forcément plus grand que 1. Et on voit bien que si l'hypothèse nulle était vraie, les variances des échantillons devraient se ressembler, puisque les variances des populations seraient égales. Donc cette grandeur devrait être proche de 1. Et plus elle est grande, plus on a envie de rejeter H0. C'est pour ça que justement, donc on va rejeter H0 si cette grandeur est plus grande qu'un certain seuil critique, qui est choisi mathématiquement comme étant le quantile d'ordre 1 moins alpha, où alpha c'est le niveau de test qu'on s'est fixé auparavant, de la loi de Fisher à n1-1, n2-2 degrés de liberté. Donc n1 et n2 étant les tailles d'échantillons respectives. La deuxième méthode, si on n'a pas besoin de faire le calcul à la main, c'est simplement de regarder la p-valeur donnée par le logiciel par exemple, et vérifier si elle est plus petite que le seuil qu'on s'est fixé ou pas. Afin de se fixer les idées, voyons maintenant un exemple. Supposons qu'on a deux variables rendement en céréales donc de deux champs A et B, et on aimerait savoir s'il y a une différence entre les rendements en céréales des champs A et B. Donc on est bien dans le cas où on a deux variables quantitatives. Ici, il n'y a rien qui lie les mesures entre les champs A et B, donc on est dans un cas non apparié. Et on a vérifié au préalable que chacune des deux variables, donc rendement du champ A et rendement du champ B, suit une loi normale. Donc on est bien dans ce cadre ici. Quantitatif, il existe une différence, deux séries de données non appariées, les deux suivent une loi normale. Donc on a besoin de faire un test d'homocédasticité de Fisher. Autrement dit, on se pose la question, est-ce que les variables rendement en céréales des champs A et B ont la même variance? On calcule les variances d'échantillons pour le champ A, pour le champ B, donc je vous réfère à la page 68 pour aller voir les données et vérifier que vous trouvez bien ces variances d'échantillons. L'hypothèse nulle est l'égalité des variances des variables rendement en céréales des champs A et B, et l'hypothèse alternative, c'est celle du champ A est plus grande que celle du champ B, puisqu'on voit que la variance d'échantillon du champ A est plus grande que la variance d'échantillon du champ B. Donc on a l'hypothèse alternative dans ce sens-là. La quantité à regarder sur nos données, c'est le rapport entre les deux variances avec la plus grande au numérateur. On obtient 1,705. Cette grandeur est à comparer avec un seuil critique qui est donné par le quantile d'ordre 1-alpha de la loi de Fisher à n-1, n-2 degrés de liberté. n1-1, n2-1 degrés de liberté. n1 étant ici 11 et n2 ici 13. Alors pour ça, il faut simplement aller voir les données. Page 68. Donc ce qu'on a besoin de chercher, c'est le quantile d'ordre 0,95 si on fait un test de niveau 5% de la loi de Fisher à 9 et 11 degrés de liberté. Donc nous avons besoin du quantile d'ordre 0,95 pour 9 et 11 degrés de liberté. Donc nu1 se lit ici et nu2 ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas la colonne nu1 égale 9. Donc a priori, il nous manque la valeur dont nous avons besoin. Or, puisque ces valeurs sont par ordre croissant, la valeur qui nous manque est forcément entre 2,854 et 2,948. Donc on voit bien que dans tous les cas, la valeur que nous avons obtenue sur f observé est plus petite que ce quantile. Ici, je vous ai mis le quantile parce que je l'ai, mais sachez que même si vous ne l'avez pas exactement, vous pouvez affirmer que la valeur observée est plus petite que la valeur critique. Donc, vous ne rejetez pas H0 au seuil 5%, ça c'est la conclusion mathématique, et la conclusion en français pour le problème biologique, c'est donc que les variances des variables rendement en céréales des champs A et B ne sont pas significativement différentes. Si vous aviez à vos dispositions un logiciel tel que R, le test à faire, ce serait var.test, en précisant que l'hypothèse alternative, c'est la première est plus grande que la deuxième, donc en mettant greater, plus grand. Vous obtiendrez une p-valeur de 0,2 qui est plus grande que le seuil de 5% qu'on s'est fixé, donc on ne rejette pas H0 au seuil de 5% et on obtient donc bien sûr la même conclusion qu'avec cette première méthode. Dans le cas similaire, vous avez des variables quantitatives qui suivent toute une loi normale, mais vous avez plus de 3 séries de données, vous n'allez plus pouvoir faire le même type de test, puisqu'il n'aura plus de sens de regarder le rapport entre vos 3 ou plus variances d'échantillons. Vous allez faire dans ce cas-là ce qu'on appelle un test d'homocédasticité de Bartlett.
Le but va cependant être similaire, c'est-à-dire ça va être de vérifier si vos 3 variables ou plus ont même variance. Donc vous aurez des échantillons de taille respective N1, N2, etc. pour laquelle on a vérifié à chaque fois la normalité. On appellera dans la suite N l'effectif total, SI carré les variances de chacun des échantillons, et S carré, vous voyez, une espèce de moyenne des variances. L'hypothèse nulle ici, c'est que toutes les variances des variables aléatoires sont égales, donc sigma 1 carré égale sigma 2 carré, etc. L'hypothèse alternative, là il faut faire attention, le contraire de tout le monde est égal, c'est qu'il y en a au moins un qui est différent. Donc l'hypothèse alternative, c'est au moins une des variances diffère des autres. La formule à considérer sur vos données est celle-ci, donc elle est un peu lourde, mais bon, il n'y a rien de très compliqué. Ici, le ln, ça veut dire logarithme. Donc il faut comparer le logarithme de la variance globale avec cette moyenne des logarithmes de chacune des variances d'échantillons qu'on pondère par cette quantité ici. Et si cette grandeur est plus grande qu'un seuil critique, alors vous rejetez A0 au seuil alpha. Le seuil critique est donné par le quantile d'ordre 1 alpha de la loi de Ki 2 à k-1 degré de liberté, où ici k, attention, c'est le nombre de variables aléatoires que vous considérez. Donc ça peut être par exemple k égale 3. Et la méthode 2, classique, c'est simplement si la p-valeur est plus petite que alpha, alors vous rejetez A0 au seuil alpha. Voyons un exemple numérique. On cherche à étudier l'impact du type de sol sur le rendement des plantes. Donc on cherche à répondre à la question, existe-t-il une différence entre les rendements des champs A, B et C, où chaque champ correspond à un certain type de sol. On a 3 séries de données quantitatives. On vérifie que chacune d'elles suit une loi normale. Si c'est bien le cas, alors pour savoir quel test on fera au final, donc je reviens en arrière, ici on cherche à répondre à cette question. On a plus de 3 séries de données, on sait que toutes suivent une loi normale et le test d'homocédasticité de Bartlett va nous permettre de choisir entre ce test-là ou ce test-là en fonction de la réponse qu'on va avoir au test. Le test de Bartlett nous aidera à savoir si les 3 variables aléatoires ont même variance. Donc l'hypothèse nulle, c'est les 3 variances sont égales, et l'hypothèse alternative, c'est au moins une diffère des autres. Donc la quantité à regarder, c'est celle-ci, donc vous vérifierez par vous-même, vous êtes bien capable de faire ce calcul. Ici, il faut appliquer la variance pour chacune des colonnes. ln de s carré, c'est le logarithme de la moyenne de ces variances selon la formule donnée auparavant. Et on obtient donc voilà cette grandeur 1,335. Cette grandeur est à comparer à un seuil critique qui est ici. Si on fait un test de niveau 5%, eh bien c'est le quantile d'ordre 0,95 de la loi de Ki 2 à 3 moins 1 degré de liberté. 3 étant le nombre de variables qu'on considère. A, B, C, donc 3. On peut aller voir dans la table que ce quantile vaut 5,991. On est plus petit que le quantile, donc on ne rejette pas A0 au seuil 5%. En français, ça veut dire donc que les variances des variables rendement des champs A et B ne sont pas significativement différentes. Et avec la deuxième méthode, c'est-à-dire avec un logiciel R, vous feriez Bartlett.test et vous obtiendrez une p-valeur de 0,513 qui est plus grande que 0,05, le seuil qu'on s'est fixé, donc même conclusion, on ne rejette pas A0 au seuil 5%. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et comme toujours, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions.